Pascal Oyoua, bonsoir et sache que je suis personnellement très heureuse de te rencontrer, de te présenter ce soir, de partager un moment littéraire avec toi à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre. Ça fait déjà quelques années maintenant que nous nous connaissons. Et je me réjouis donc d'autant plus de te présenter ce soir et de présenter ce que tu écris. Alors, tu es premier prix du Conservatoire de Bruxelles en déclamation et la scène ne t'est pas étrangère, nous en reparlerons d'ailleurs. À ce propos, j'aime insister sur le fait que grâce à cela, justement, tu es déjà venu à maintes reprises ici même dans la Maison des Écrivains afin de déclamer toi-même les textes d'autres auteurs qui étaient présentés ici. Et cela fait partie, je crois, j'ai envie de dire, de ta générosité et aussi de la manière merveilleuse que tu as de lire les textes ou de les déclamer. Alors, création de spectacles, déclamation, nous l'avons dit, écriture, poésie, théâtre, musique, composition au piano. Tu es, Pascal, une artiste à part entière. Et l'art, c'est quelque chose, je crois, de bien présent déjà dans ta famille. Tout à fait. Mon grand-père, Fritz Oyoua, était chef d'orchestre, mes parents chantaient dans sa chorale, ma grand-mère et mon père écrivaient de la poésie, et même mon père écrivait parfois des poèmes en bruxellois. Maman, ma sœur et moi, on jouait du piano, on a suivi des tas de cours de danse différentes. Maman a fait la décoration intérieure à la cambre, elle dessinait au fusain, au pastel, elle a donné des cours d'expression corporelle. Ma sœur, Ariane Oyoua, est une danseuse mondialement reconnue, 5 fois championne de Belgique de danse sportive. Elle fait beaucoup encore des très beaux spectacles qu'elle chorégraphie. Et donc l'art est depuis toujours autour de moi, et ça continue puisque mon mari, Christian Boucard, est auteur jeunesse et compositeur sous le nom de Mendeliev. Te voilà vraiment baignant dans le domaine artistique. Alors l'art de la déclamation t'a porté, nous l'avons dit, vers les arts de la scène, et parallèlement à cela, tu es fondatrice d'une ASBL qui porte un très joli nom, Parler d'être. Alors justement, tu vas nous en parler, Pascal. Voilà. Alors il y a bientôt 30 ans à la fin de cette année en fait, j'ai fondé l'ASBL Parler d'être, le bien-être par les mots. Où on propose un partage artistique et humain à travers la création de spectacles dont la plupart ont été reconnus par les Tournées Arrivie, à travers l'animation d'ateliers d'écriture et d'art-thérapie par le texte que je propose depuis des années. Et il y a aussi eu l'édition d'auteurs belges dont cette anthologie intitulée L'être, les liens, la vie, où sont repris de nombreux auteurs de l'AEB. C'est d'ailleurs au profit de ton association, Les Messagers du Cœur, que cette anthologie a été créée et vendue. Et donc, Les Messagers du Cœur, c'est une ASBL que Julie River a créée il y a 20 ans, je pense, et qui fait entrer l'artistique dans le monde des hôpitaux, dans les services de pédiatrie, donc qui apporte beaucoup de choses aux enfants qui sont dans les hôpitaux. Voilà. Une preuve de plus, d'ailleurs, je le redis, de ta grande générosité qui te caractérise à mon sens. Alors, nous présentons ce soir, Pascal, ton dernier ouvrage. Je dis, il est très lourd, déjà. Il est très lourd, il est volumineux, il est merveilleux, je l'ai lu personnellement et je l'adore. C'est donc un ouvrage paru aux éditions Édilivre, un roman, Kigali Manhattan. Ce titre, Pascal, déjà lui tout seul, nous fait voyager.
Tu es né à Bruxelles, ville où tu résides, où tu as toujours vécu, je pense. Une vie cependant parsemée de très beaux voyages. Et tu m'as dit, les voyages sont d'ailleurs liés à l'histoire de ma famille. Il est vrai, je lis ici pour ne pas me tromper, un grand-oncle Jean-Paul Arroy, qui fut le dernier gouverneur du Rwanda et qui a aidé le pays à préparer son indépendance, ajoutons-le, de manière pacifique. Ton grand-père, Fritz Oywa, chef d'orchestre reconnu et que son art a fait voyager dans toute l'Europe. Ton père, ingénieur et aussi alpiniste, qui a escaladé les plus grands sommets de notre planète. Ta maman, pendant un certain temps hôtesse de l'air, une tante installée aux States, une sœur en Californie, et toi-même, Pascal, tu t'es rendu à plusieurs reprises à Manhattan. Cependant, ton livre Kigali Manhattan n'est pas un récit de voyage. Que nous raconte-t-il, Pascal? C'est difficile de résumer 600 pages et de vous présenter tous les personnages. J'imagine. Voilà, mais donc le héros, Baptiste, vit au Rwanda, donc à Kigali, dans la capitale. C'est un métis Tutsi, ingénieur en génie civil, âgé de 29 ans, et il est passionné d'alpinisme. Donc là, on voit un peu d'où ça vient. Le 7 avril 1994, à Kigali, il rentre chez lui après sa journée de travail et il découvre sa famille massacrée par les Hutus. Donc sa mère, sa femme et leurs 3 jeunes enfants, dont un bébé, ont été égorgés. Alors il fuit le génocide et il se réfugie à Manhattan où vit son père et où il avait fait ses études universitaires. Et donc la douleur de ces deuils le fait d'abord évidemment tomber dans une dépression terrible, et en plus tout ce qu'il a vu pendant qu'il était en train de fuir. Il tombe vraiment dans la dépression jusqu'au moment où il trouve sa nouvelle voie. En fait, finalement, afin de contrebalancer le fait qu'il n'ait pas pu secourir les siens, parce qu'il a vu des Hutus venir avec des machettes, tout un groupe de Hutus, rentrer dans sa maison alors qu'il rentrait à pied du travail, donc il a vu, il a couru, mais de toute façon tout seul, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Donc il s'est toujours reproché de ne pas avoir pu sauver les siens. Et donc il se dit, pour contrebalancer cette espèce d'horrible culpabilité qu'il a, il veut éviter à d'autres de subir le deuil comme il l'a subi. Et donc, après avoir sorti un petit garçon d'une maison en flammes, il décide de sauver des vies en devenant pompier. Donc il se met régulièrement en danger avec la hardiesse et l'inconscience du survivant. Et il y a vraiment de nombreuses interventions périlleuses, donc il y a beaucoup d'actions dans le livre. Et alors, au fur et à mesure de ces rencontres, Baptiste fait de nouveaux alliés et il finit par retrouver quand même l'amour aussi. Donc, le livre se passe de 1994 à 2001. Il passe de la tragédie la plus noire à la reconquête petit à petit du bonheur. Et donc, il suit tout le parcours du deuil, tout le parcours de résilience, mais tout le parcours, un parcours même spectaculaire d'un homme qui a vraiment beaucoup de courage et de dignité. Donc il passera du statut de victime d'une des plus sombres atrocités de l'histoire à celui de héros incontesté. D'ailleurs, on va vous lire un extrait ensemble, et cet extrait se passe quelques jours après que Baptiste soit arrivé chez son père à Manhattan, une fois qu'il a fui Kigali. Alors, je préfère lire debout. Donc, voilà. Donc, un extrait, Pascal a cité son héros. Alors, moi, j'ai envie de dire super-héros. C'est un peu Superman quand même. Il s'appelle Baptiste. Baptiste se réveille en sueur. C'est toujours le même cauchemar. Mais ce cauchemar n'est pas un rêve. C'est sa réalité quotidienne. Et cette réalité lui a insufflé une peur inconnue jusque-là. Il ne se sent plus protégé. Il se croyait chanceux et la chance l'a abandonné. Il se pensait à l'abri des grandes catastrophes et pourtant, l'une d'elles lui est tombée dessus sans prévenir.
il se percevait jeune et puissant, et il se sent subitement vieilli et fragilisé. Sa mère n'est plus là pour lui faire un rempart entre la mort et lui-même. Il fait désormais partie de la prochaine génération qui va s'éteindre. Il aurait pu être content d'avoir survécu, mais le meurtre est entré dans sa vie et son évocation le harcèle jour et nuit. Penser aux derniers moments de sa famille, le torture. Il aurait tant voulu les préserver intacts dans sa mémoire, dans l'intégrité de leur corps, sans la souillure et les blessures infligées par la haine. Baptiste écrit. Insomnie récurrente qui vous saisissent par surprise. Parfois, les ruminations morbides vous prennent à la gorge la nuit. Réveil en sueur dans le froid de la chambre. Autotorture de l'esprit qui se souvient. Les images atroces refont surface. Inacceptable réalité des faits. Insurmontable effroi. Nausée de la terreur. Insupportable injustice. Incontournable colère. Total refus. Impossible retour en arrière pour changer mon destin. J'implore la lobotomie de l'oubli. L'enfer qu'ont vécu les miens perdure en moi. Leur survivre me semble être une longue agonie qui a ses hauts et ses bas, semblant d'accalmie dans l'illusion de la rémission, sursaut de la douleur qui revient trop souvent. Je reste marquée par leur souffrance, traumatisée pour mon impuissance à les soulager. À chaque fois que ma dernière image d'eux revient me hanter, je me retrouve paralysée dans une sidération cauchemardesque. Je suis comme un emmuré vivant dans la tristesse de mes deuils. Superbe passage, Pascal. Alors, tu es une femme de lettres, bien évidemment, tu es une femme de lettres chevronnée et aussi primée. C'est important, puisqu'en 2014, tu as été décerné par l'Association des écrivains belges d'ailleurs, le prix Pasquier pour une trilogie qui se passe au XVIe siècle à Bruxelles, La Chaînée à Jacinthe, qui est aussi un livre que j'ai personnellement adoré, qui a été considéré à l'époque comme le meilleur roman historique, des 5 dernières années. Alors, au travers de cet ouvrage-là, La Chaînée au Jacinthe, et aujourd'hui, au travers de celui-ci, Kigali Manhattan, une première démarche m'apparaît comme tout à fait évidente. C'est un travail absolument colossal de recherche historique et sociale que tu fais. Tu m'as d'ailleurs confié que tu adorais faire cela. Et j'ajouterais une volonté, à mon sens, une volonté permanente, tu me diras si je me trompe, de dénoncer l'injustice. Tu es d'accord avec ça, Pascal? Oui, c'est vrai. Alors, ce livre, il m'a fallu 4 ans pour l'écrire, donc plus de 2 ans de recherche, durant lesquels j'ai beaucoup appris, que ce soit sur le Rwanda et son histoire, sur la vie et les interventions des pompiers, sur la manipulation des masses, sur les génocides et les sectes, et aussi sur les musiques qu'on écoutait dans les années 90, et donc il y a beaucoup de passages où on parle des musiques. Alors, même si j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur ces différents sujets et plusieurs témoignages de Rwandais, mes échanges avec 2 pompiers et avec plusieurs Tutsis rescapés du génocide m'ont beaucoup apporté. D'autre part, mes 3 séjours à East Hampton et Manhattan, chez ma tante en Amérique, m'ont aidé à ancrer les actions dans l'État de New York à ce moment-là. Alors, j'adore, c'est vrai ce que tu dis, j'adore faire des recherches. Elles me permettent d'apprendre toujours plus, autant sur l'histoire qui me passionne, que sur la psychologie, sur les aventures humaines et sur les gens qui ont apporté quelque chose au monde. Parce que
Évidemment, si on pouvait retenir les leçons de l'histoire, les mauvaises choses ne se reproduiraient plus, comme c'est le cas par rapport au génocide. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, Kigali Manhattan n'est pas ton premier livre, bien au contraire, puisque tu as édité 6 romans. Je ne dis pas que tu en as écrit 6, mais je dis que tu en as édité 6, sans compter, bien évidemment, les ouvrages poétiques, la poésie qui nous rapproche, je crois. Et ce parcours, en dehors du fait que tu es né dans une famille d'artistes, ce parcours t'est venu comment ? Je sais pas, j'écris depuis mon enfance, depuis que je sais écrire en fait. Je pense que j'ai été influencée par ma grand-mère, Colette Oiwa, qui était une excellente conteuse et qui, chaque fois qu'on lui demandait de nous raconter une nouvelle fois un conte, ajoutait quelque chose de son cru, qui ajoutait quelque chose à l'histoire. Alors c'est elle qui nous a initiés, ma sœur et moi, au théâtre, à la littérature, à la confection de costumes, parce qu'on préparait, avec des choses faites de briques et de broc, on préparait les costumes, etc., pour faire des petites pièces de théâtre ou des tableaux vivants pour le reste de la famille à Noël. Et donc, par après aussi dans le scoutisme, j'ai obtenu le badge de troubadour, puisque pendant les temps libres, je racontais les histoires de 2 enfants détectives que j'avais inventés aux autres louveteaux puis scouts. Alors, j'ai commencé d'abord par la poésie, qui pour moi est l'aristocratie de l'écriture, enfin bon. J'en écris encore régulièrement, il y a au moins ça chez moi, de poèmes. Après avoir été passé aussi par les nouvelles et les pièces de théâtre, dont certaines ont été jouées, j'en suis arrivée au roman. Alors, parmi les 6 romans édités, 5 sont des romans historiques, qui rendent notamment hommage à des personnes qui ont apporté quelque chose au monde. Et le 6e roman est un roman d'anticipation qui part de l'idée d'un ami qui présente une nouvelle forme d'économie, de société qui pourrait vraiment amener plus d'équité et de justice dans le monde. Alors, comme je suis à la fois écrivain, récitante et thérapeute par le texte, j'utilise les mots pour exprimer et pour faire sortir les émotions aussi chez les autres. Et donc, comme tu le disais, dans mes pièces et dans mes romans, je glorifie le courage de mes personnages qui ont le courage de lutter pour défendre leurs convictions, pour défendre la liberté de penser notamment. Plus de justice, oui. Alors, en fait, c'est vrai que le titre Kigali Manhattan nous fait aller, c'est clair, d'un point à l'autre. Te demander pourquoi ce titre est une chose. Maintenant, est-ce que tu avais l'idée de ce titre qui t'a du coup donné cette idée d'écrire ce texte, ou bien est-ce que c'est le contraire, tu as eu l'idée de l'histoire et puis en résumant, en bouclant, tu l'as appelé comme ça? Non, c'est à la fin que j'ai trouvé le titre Kigali Manhattan. Oui. Mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que Baptiste, le héros, vivra dans ces 2 villes. Hein, il part de Kigali, il arrive à Manhattan. Il vivra 2 existences très différentes, on dirait même presque une deuxième vie, comme une réincarnation, et ce changement le fera beaucoup évoluer, le transformera tout à fait. Parce qu'il y a le Baptiste de Kigali qui est très réservé, très centré sur sa petite vie de famille, très centré sur son petit cercle familial. Et puis le Baptiste de Manhattan qui va devenir beaucoup plus altruiste, beaucoup plus communicatif et qui va vraiment apporter quelque chose à d'autres gens, même s'il pourra peut-être, on verra, peut-être fonder une famille, on verra. Il deviendra beaucoup plus communicatif. Et puis aussi parce que, étant métis, évidemment, il sera quand même toujours partagé entre ces 2 cultures, ces 2 races, ces 2 langues, ces 2 origines. Voilà. C'est une vraie thérapie, en fait, hein, qu'il subit ou qu'il s'offre, comment le dire, finalement. Et quand on lit ton livre, moi en tout cas, je vois un film.
il pourrait très bien devenir un film, hein, je te le souhaite. Bon, ce serait pas mal. Oui. Alors, c'est vrai que les personnages sont attachants, les actions haletantes, les émotions poignantes, une écriture sensible, je l'ai dit, une écriture de recherche, bien évidemment. Beaucoup de plaisir à le lire. Je suppose que tu as eu un plaisir inouï à l'écrire, peut-être à oublier que tu vivais par moments, tant tu étais dedans. C'est tout le plaisir d'écrire un roman, c'est qu'on est avec ces personnages, tout fait ailleurs, quoi. D'ailleurs, quand mon mari me parle quand j'écris, j'entends même pas, je suis ailleurs. C'était encore pire quand j'écrivais sur le XVIe siècle, parce que là, il fallait que je revienne du XVIe siècle, c'était encore pire. Et donc, au cours de l'écriture, il y a eu du plaisir et des larmes, parce que, en effet, comme Baptiste, j'ai été confrontée à plusieurs deuils importants, coup sur coup, et mon héros m'a aidé à franchir ce cap très difficile. Et donc, j'ai évolué avec lui vers une plus grande sérénité. Donc, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de cette histoire, et mon empathie naturelle m'a fait ressentir beaucoup d'émotions très diverses. Mais ça a été des années d'un travail passionnant. Comme j'imagine pour vous, l'inspiration me faisait relever la nuit. Je riais parfois moi-même de mes trouvailles, même si c'était des trouvailles assez sombres pour parler des Hutus, des choses comme ça. Mais donc, pendant l'écriture d'un roman, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à un moment donné, les personnages prennent les rênes. Ils deviennent tout à fait vivants, tout à fait existants. Et c'est eux qui vont m'emmener dans leurs aventures. Donc je ne savais pas très bien où ça allait arriver. C'est Baptiste qui m'a emmené. Je l'ai aidé à sortir, enfin, à évoluer dans son deuil, dans ses deuils, comme il m'a aidé à évoluer dans mes deuils aussi. Mais donc, Baptiste, maintenant, il fait partie de ma vie, de notre vie, on en parle souvent. Et d'ailleurs, les amis qui ont lu le livre déjà, m'ont dit, mon Baptiste, il est beau, Baptiste, il est génial, Baptiste. Non, c'est mon Baptiste, enfin voilà, il est très aimé. Et donc, ils sont toujours réels, et je suis heureuse que mes premiers lecteurs aient pris autant de plaisir, en tout cas, d'après ce qu'ils me disent, à le découvrir, le livre que j'ai pris à en écrire, quoi, à l'écrire. Un plaisir qui, j'ai envie de dire, est paradoxal dans la mesure où il y a des scènes terriblement dures. Pour prendre un exemple, tout au début, quand Baptiste rentre chez lui et il assiste à des massacres, notamment un Hutu qui, avec sa machette, coupe les 2 pieds et les 2 mains d'un Tutsi et lui dit « Voilà, ça t'apprendra à être si grand ». Alors, moi, ça a l'air cool, mais moi, ça m'a retourné. Donc, alors, oui, ce sont des choix quand même très, très durs. Et au fond, pourquoi ce choix? Mais tu viens de nous dire parce que tes personnages, d'une certaine manière, à un moment donné, te portent eux-mêmes, et en te portant, j'ai envie de dire, te soigne toi-même de chagrin. Oui. Voilà, deviennent porteurs de tes chagrins, t'aident à passer outre tes chagrins. Dans un des livres de pédagogie que j'avais écrit il y a quelques années, j'appelais ça, et j'appelle donc toujours cela, une tribu intérieure. Je pense que quand on a tout d'un coup comme ça plein de personnages qu'on porte et puis qui eux-mêmes nous portent vers une résilience, eh bien, moi j'appelle ça la tribu intérieure. Alors, ta tribu intérieure que tu nous fais découvrir dans ce livre, eh bien, je trouve qu'elle est particulièrement touchante. 600 pages de mots et de mots, un chemin de résilience, on l'a dit, et un chemin non seulement de résilience, mais
plus loin que cela, à mon sens, la sublimation d'un drame. Le fait qu'un drame sublimé nous mène, nous fait grandir, nous mène nous-mêmes vers des actes qu'on n'aurait pas commis si ce n'était pas arrivé. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que comment ça a commencé, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce que depuis le génocide, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de Tutsis réfugiés à Bruxelles, et j'ai été tellement touchée par leur dignité, leur grâce et leur leur réserve par rapport à tout ce qu'ils avaient vu et vécu. Je ne comprenais pas comment on pouvait encore rire, sourire et être aimable après ça. Et donc, ensuite, j'ai vu le film Hotel Rwanda. Après, j'en ai vu plein d'autres aussi. Mais j'ai vu le film Hotel Rwanda et ça a mis des images sur ce que j'imaginais. Et donc, ça m'a marqué par cette folie meurtrière qui a gagné une partie de la population. Je ne comprenais pas. Donc, j'ai voulu comprendre. Et donc, que ce soit à travers mes romans, mes spectacles ou mes animations, j'ai toujours eu à cœur de proposer des pistes de solutions pour un mieux-être. Et donc, dans ce cas-ci, j'avais envie d'écrire l'histoire de quelqu'un qui aurait tout perdu, mais tout. Son pays, sa famille, sa maison, sa foi, parce que quand on vit ça, c'est très difficile de garder la foi, enfin tout. Et donc, qui aurait tout perdu et qui finalement serait revenu et s'en serait sorti. Et donc, j'ai écrit ce roman pour un public très large qui serait amateur d'émotions fortes, mais aussi, d'action, parce qu'il y a beaucoup d'action aussi, parce qu'il y a du drame, de l'aventure, des amours passionnés, de l'amitié, de la révolte, et aussi le retour du bonheur. Et donc, je l'ai aussi écrit pour les Tutsis rescapés du génocide, pour les encourager à la résilience. D'ailleurs, mon préfacier, lui-même réfugié du génocide, et d'autres premiers lecteurs m'ont dit que ce roman leur avait servi à eux aussi de thérapie pour reprendre courage après les épreuves. C'est logique, hein, c'est une logique dans tout ça, oui. Voilà, mais j'ai aidé Baptiste autant qu'il m'a aidé. Hein, cette fois. Voilà, on a fait le travail ensemble. Oui. Et donc lui, il a fui la cruauté inhumaine du génocide, mais il a pu se reconstruire une seconde vie où il a retrouvé l'amitié, la solidarité, très important, l'entraide et l'amour finalement. Et donc pour moi, le thème principal qui ressort du roman, c'est que c'est l'espoir qui permet de dépasser les épreuves parce qu'il pousse à l'action. Alors donc, je vais vous lire un autre extrait. C'était là, je suis. Oui. Donc après une longue période de dépression, Baptiste décide un matin de sortir pour faire du jogging. En rentrant de son jogging, Baptiste voit de la fumée sortir du 4e étage d'une vieille maison en briques rouges. Un homme blond dans la rue s'agite en criant. « Au feu! Au feu! Mon fils est là-dedans! Au secours, mon fils est là-haut !» Sans réfléchir, Baptiste s'élance vers lui. Tout en courant, il vide le reste de sa bouteille d'eau sur son essuie-main et plaque le tissu mouillé sur sa bouche et son nez, le nouant derrière sa nuque. Sans ménagement, il pousse l'homme qui crie et en alpiniste chevronné, entreprend d'escalader la façade. Agile, il parvient jusqu'au balcon du 4e, casse une vitre d'un violent coup de pied, puis s'engouffre dans la première pièce et cherche à voir où se trouve l'enfant. La fumée est épaisse au plafond. Elle sort aussi du dessus de la porte en bois qui fait face aux fenêtres. Baptiste regarde autour de lui. C'est une salle à manger. Il saisit la nappe en lin qui orne la table et l'enroule autour de sa main droite. Il tend le bras pour tourner le bouton en cuivre de la porte, la tire pour l'ouvrir et pénètre dans une seconde pièce encore plus enfumée. De la vapeur sort des meubles qui commencent à calciner. Il repère un lit d'enfant en fer forgé. Personne dedans. Il entend une toux sur le lit. Il se penche et découvre pelotonné contre le mur un petit garçon d'environ 5 ans, l'âge de son fils Édouard. Baptiste, accroupi, tend le bras vers lui, mais il touche le fer forgé du sommier, s'y brûle et pousse un cri de rage plus que de douleur. Il veut sauver cet enfant, il doit le sauver. Il retente la manœuvre, arrive à toucher la main du petit et la tire en le faisant glisser vers lui. Il le prend dans ses bras, repasse par la porte, la fenêtre, se retrouve sur le balcon
demande au garçon de s'accrocher des bras et des jambes à son dos et descend la façade aussi prestement qu'il l'avait montée. En bas, sur le trottoir d'en face, une vingtaine de personnes se sont rassemblées. Elles applaudissent quand Baptiste arrive au sol et dénoue l'essuie-main qui protégeait son visage. L'homme blond qui criait s'est mis à pleurer de soulagement. Il vient prendre l'enfant dans ses bras et parle à son sauveteur avec de grands yeux pleins de larmes. « Oh, merci, monsieur, je vous dirai jamais assez merci. » Baptiste serre la main du père dans les siennes et lui répond avec enthousiasme. « C'est moi qui vous remercie, monsieur. J'ai pu sauver votre fils et c'est un honneur. » C'est alors seulement qu'il comprend ce qu'il vient d'accomplir. Il a évité qu'il y ait une victime dans cet incendie. Il a épargné au père de l'enfant le chagrin du deuil. Il a sauvé une vie. Une fierté nouvelle emplit ses poumons, d'un air goulûment aspiré. Un sourire lui vient, un frisson de jubilation le traverse. Le soleil est entré dans la rue. Baptiste est campé sur ses deux pieds un peu écartés. Son regard porte au loin, au-dessus des voitures et des hommes. Il a retrouvé sa dignité. Son honneur, qu'il avait perdu en échouant à sauver les siens, lui a été rendu aujourd'hui. Il a transmuté son plomb en or. Il a trouvé sa voie. Et c'est un petit peu de cette alchimie de plomb en or que ton héros va se former en fait pour devenir pompier. Et là, il y a encore une fois un énorme travail de recherche parce que on en a parlé d'ailleurs. Tu m'as dit à quel point tu avais été la première étonnée par la lourdeur du travail des pompiers, la lourdeur de tout ce qu'ils devaient étudier avant d'être pompiers. Et voilà, tu vas nous parler un petit peu de cette recherche-là. Et je trouve que c'est justement un moment ad hoc, vais-je dire, dans la mesure où il y a une semaine ont eu lieu ces énormes tremblements de terre en Turquie, en Syrie. Et c'est vrai que quand j'ai vu les différents reportages liés à ce drame-là, j'ai repensé à ton livre et à cette recherche que tu as faite par rapport au travail de pompiers, parce que bon, eux-mêmes font un travail dont on n'a pas assez conscience, je pense. Donc tu vas nous en parler un petit peu. J'ai eu l'occasion de lire les syllabus des futurs pompiers belges, tout ça. Et donc, c'est incroyable, ils ont des cours de chimie, de physique, d'électricité, de mécanique, de psychologie. Ils font des exercices d'endurance, d'équilibre, d'alpinisme, et je dirais même parfois d'acrobatie. Ils ont une formation d'ambulancier et de secouriste très poussée. Ils apprennent tout sur la prévention et les interventions dans tous les types d'accidents. Et donc, ce roman est notamment dédié aux pompiers, que j'admire. Alors, je vais lire un extrait. Voilà. Au cours de l'enterrement d'un pompier, l'adjoint au maire de New York fait un discours. Voilà. Que je vais ouvrir. Dès le XIXe siècle, la ville a surnommé les pompiers de New York The Boys. Et la ville a eu bien raison. Je voudrais saluer ici l'engagement personnel de tous les soldats du feu, leur détermination sans faille au service de la population. Ils assurent la protection des personnes, mais aussi des biens, de la ville, de la nation, de la société, avec une discipline et un esprit d'équipe admirable, toujours fidèles à leurs devoirs et à leur réputation. Ils sont pour nous un exemple, un modèle de vertu et de force, de cohésion et de loyauté. Nous rendons grâce à leur courage, à leur altruisme, à leur abnégation,
En combattant le feu, ils nous défendent contre la menace d'un ennemi puissant, armé d'une féroce envie de s'étendre. Le service incendie est comme une religion. Parce qu'on s'y engage, on s'y donne pleinement, on renonce à sa sécurité pour un idéal de service. Il y a une notion de sacrifice dans ce sacerdoce ininterrompu. Oui, c'est un véritable sacerdoce, une mission divine, puisque sauver des gens d'une mort certaine, c'est combattre la mort elle-même. En cela, ils sont tous des héros. Alors, la dédicace est la suivante: aux victimes de génocide, avec infiniment de tendresse, aux pompiers de tous les pays, avec admiration, à mes proches disparus, avec tout mon amour. Voilà ce qui conclut ton roman. Et donc, durant tout son chemin de résilience, Baptiste écrit régulièrement à sa famille disparue. Et ici, c'est une de ses dernières lettres. Maman, Tina, Laura, Édouard et Benoît, je ne vous oublie pas. Je ne vous abandonne pas. Vous avoir connu et aimé m'est devenu une force au lieu d'une faiblesse. Et je sais que c'est sous votre bénédiction que je peux continuer ma route. Je vous aime fort et je sens que vous m'aimez. Votre bienveillance venue de l'au-delà me berce encore et je m'y ressourcerai toujours d'amour pur. Je me voyais comme un rescapé, un survivant, un exilé, une sorte de fantôme errant. Mais malgré mon terrible manque de vous, j'ai trouvé ma place. J'ai dépassé le traumatisme de la brutalité de mes deuils. Je rentre de plein pied dans ma seconde vie. Je ne vous dédie plus ma souffrance de compassion. Je vous dédie ma nouvelle joie. Votre fils, mari, père, aimant et reconnaissant. Alors, on pourrait terminer là-dessus, hein, c'est tellement beau. Il n'empêche, tu nous dis peut-être quels sont tes projets, parce que tu es une femme très active et donc des projets, tu en as tout le temps. Donc, on imagine bien que tu as un ou deux projets encore un peu secrets. Tu nous en dis quelques mots peut-être. Je viens de terminer un recueil qui attend d'être édité. Donc, comme toujours, il faut beaucoup de patience. Et puis, pour le moment, je suis dans les... Surtout en Belgique. Oui, mais partout, je pense, mais surtout en Belgique. Pour le moment, je suis dans l'écriture de la suite de Kigali Manhattan. Mais j'aimerais bien vous en parler, mais il faut peut-être mieux que je ne vous dise pas plus. Et donc, voilà. Pascal, merci. Merci, Julie. Je suis très contente de te connaître et je te dis bravo.